Afrique du Sud, le bilan des pluies torrentielles et des glissements de terrain qui ont frappé l'est du pays s'est encore aggravé pour atteindre environ 70 morts. Il s'agit des chiffres annoncés jeudi par les autorités du pays. Le Mozambique se prépare à l'arrivée imminente sur ses côtes nord du puissant cyclone Kenneth. Ce dernier, qui a déjà fait des dégâts aux Comores, s'annonce un mois à peine après le passage du cyclone Idai. En RDC, la haute cour militaire a rejeté jeudi à Kinshasa la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par l'ancien chef de guerre Germain Katanga. Il est poursuivi pour crime contre l'humanité par la CPI. C'est là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le Mozambique se prépare à l'arrivée imminente sur ses côtes nord du puissant cyclone Kenneth. Ce dernier, qui a déjà fait des dégâts aux Comores, s'annonce un mois à peine après le passage dévastateur plus au sud du cyclone Idai, qui s'était soldé par 1 millier de morts dans la région. Reportage. Dès jeudi matin, tous les vols à destination de Pemba, la plus grande ville du nord du Mozambique, ont été annulés en prévision du passage du puissant cyclone Kenneth, et le gouvernement a ordonné par précaution la fermeture de toutes les écoles de la région. Kenneth pourrait provoquer des inondations et des glissements de terrain d'importance dans la province de Cabo Delgado, située à la frontière avec la Tanzanie. Selon l'Institut mozambicain de gestion des situations d'urgence, près de 700 000 personnes sont menacées par le passage du cyclone Kenneth. Les prévisionnistes de Météo France ont évalué à 5 mètres la hauteur maximale des vagues susceptibles d'atteindre les côtes de l'extrême nord du Mozambique. Dans un message adressé à ses ressortissants, l'ambassade de France à Maputo a évoqué un cyclone potentiellement très dangereux, avec des vents soufflant en moyenne à 210 km/h et des rafales pouvant atteindre jusqu'à 305 km/h. Il faut dire que le sud de la Tanzanie voisine pourrait aussi être touché. Les autorités mozambicaines ont émis des messages d'alerte à destination des populations des provinces visées en raison des fortes précipitations et des vents violents attendus. Rappelons que Kenneth s'annonce au Mozambique un mois à peine après le passage dévastateur du cyclone Idai dans le sud, qui s'était soldé par 1 millier de morts dans la région. Et justement, avant d'atteindre le continent, le cyclone Kenneth était d'abord passé mercredi au large de l'archipel des Comores. Les premières estimations n'ont fait état que de dégâts matériels, notamment des arbres arrachés sur l'île de la Grande Comore. Les Comoriens ont réagi après le passage de la tempête tropicale. On les écoute. J'ai 3 enfants. L'un est tout petit, à peine 1 mois et 10 jours. Nous étions là jusqu'à 11h la nuit dernière quand les choses ont dégénéré. Ce sont les voisins qui sont venus nous évacuer. Nous avons passé la nuit la peur au ventre. À partir de 22h, nous n'avons pu dormir. Le temps s'est dégradé et nous ne savions où aller dans le noir, de surcroît avec des enfants. Il pleuvait à trombe et il y avait beaucoup de vent. Les arbres ont été déracinés. Vous voyez ce manguier, on s'asseyait en dessous pour se reposer. Il a tout simplement été déraciné. On parle toujours intempéries climatiques en Afrique du Sud. Le bilan des pluies torrentielles et des glissements de terrain qui ont frappé l'est du pays s'est encore aggravé pour atteindre environ 70 morts. Il s'agit de chiffres annoncés jeudi par les autorités du pays qui estiment que c'est la première fois dans le KwaZulu-Natal et font confronter donc à de telles pertes en vies humaines. Reportage. Les autorités sud-africaines se disent inquiets et totalement anéantis par l'augmentation du nombre de victimes à la suite des pluies torrentielles et des glissements de terrain qui ont frappé l'est de l'Afrique du Sud. Le bilan est désormais monté jeudi à environ 70 morts, contrairement aux 51 annoncés la veille. C'est la première fois que la province sud-africaine du KwaZulu-Natal, la plus touchée par les intempéries, est confrontée à de telles pertes en vies humaines. Des précipitations exceptionnelles se sont abattues depuis le week-end de Pâques sur le KwaZulu-Natal et la province voisine du Cap-Oriental, provoquant inondations et glissements de terrain meurtriers.
De retour d'une visite officielle en Égypte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait étape mercredi dans la région pour constater les dégâts causés par ces intempéries. Selon le chef de l'État, ces intempéries ont fait au moins 1 millier de sans-abri. Tout au long de la côte de l'océan Indien, autour de la mégapole de Durban, la 3e ville sud-africaine, plusieurs villages ont été dévastés par des coulées de boue qui ont emporté des routes et de nombreuses habitations. Certains habitants de Durban tentent déjà de reconstruire leurs maisons après les intempéries. Une femme, Janine Mabunda, a été élue mercredi présidente de l'Assemblée nationale pour la première fois en République démocratique du Congo. Ancienne ministre et ancienne conseillère de l'ex-président Joseph Kabila dans la lutte contre les violences sexuelles, Janine Mabunda était la seule candidate qui restait en course. Elle a obtenu 375 voix sur 383 votants. C'était au cours d'une session boycottée par les députés de l'opposition. Reportage. Député de la coalition pro-Kabila, Front commun pour le Congo, FCC, majoritaire à l'Assemblée, la nouvelle présidente avait aussi le soutien de la coalition CAP pour le changement du nouveau président de la République, Félix Tshisekedi. Le FCC et CAT ont constitué un ticket pour se partager la majorité des 7 postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Le poste de premier vice-président revient ainsi à Jean-Marc Kabound, un cadre de catch. Toutes les femmes confondues, toutes tendances confondues, on a soutenu la candidate du fait que pour la première fois qu'on ait une dame au perchoir, et je pense que beaucoup de choses vont changer avec cette nouvelle donne. Dans son premier discours, Mabunda a invité à mots couverts le président de la République, Félix Tshisekedi, à nommer un gouvernement avant le 15 juin. L'opposition a boycotté mercredi l'élection au perchoir de l'Assemblée pour protester contre la coalition majoritaire qui réunit les partisans du président Félix Tshisekedi et du président honoraire Joseph Kabila. Les députés nationaux de l'opposition informent le peuple congolais qu'ils maintiennent leur décision de ne pas participer à ce processus électoral qui rappelle le beau vieux temps du stalinisme et des partis-États. L'opposition parlementaire réaffirme son refus catégorique de servir d'alibi et de cautionner la consécration en République démocratique du Congo d'une démocratie de pacotille que le peuple congolais n'a cessé de combattre, même au prix du sang. L'opposition parlementaire indique qu'elle a demandé au Conseil d'État d'annuler la décision d'attribuer injustement à la majorité 6 postes au bureau définitif contre un seul, celui de rapporteur adjoint à l'opposition. Toujours en RDC, la Haute Cour militaire a rejeté jeudi à Kinshasa la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par l'ancien chef de guerre Germain Katanga. Il est poursuivi pour crime contre l'humanité sur le territoire congolais et par la Cour pénale internationale. Le tribunal militaire a déclaré non fondées les demandes de mise en liberté provisoire introduites par les prévenus, tout en les déclarant recevables. Les juges ont estimé que les faits pour lesquels ils sont poursuivis sont d'une extrême gravité. Germain Katanga et ses 6 co-accusés ont comparu à l'audience dans ce procès ouvert depuis février 2016. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel dans la région de l'Ituri. Surnommé Simba, lion en Swahili, pour sa férocité lorsqu'il était à la tête des forces de résistance patriotique en Ituri, Germain Katanga, promu général de brigade dans l'armée congolaise fin 2004, en échange de la reddition de sa milice, avait été arrêté en 2005 par les autorités congolaises. Livré en 2007 à la Cour pénale internationale, il a été condamné en 2014 à 12 ans de prison pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour l'attaque d'un village en Ituri qui a fait environ 200 morts en 2003. Transféré à Kinshasa en décembre 2015, Germain Katanga devait sortir de prison le 18 janvier 2016. Ce même jour, les autorités congolaises avaient indiqué qu'il ne serait pas libéré et que des poursuites avaient été ouvertes contre lui. Une prochaine audience est prévue dans ce procès pour le 2 mai prochain.
Au Bénin, le bureau politique du parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD était en face des leaders d'opinion Dezay, fief légendaire du parti et de son leader, Valentin Aditi-Kouli. Au menu de la rencontre, les mobiles profonds justifiant la non-participation de la formation politique aux législatives prochaines. Plus de précisions à travers ce reportage. Absence de la DUD de la liste retenue par la Sénat pour les législatives à venir. Azé, fief et ville natale de Valentin Roulet, leader charismatique du parti, les spéculations vont bon train. À raison, cette causerie débat menée par le bureau politique du parti en vue d'y mettre un terme. On fait dire aux populations que c'est parce que nous n'avons pas cru devoir constituer des dossiers en bonne et due forme pour aller compétir qu'on nous a écartés, ce qui est archi faux. La première lettre du ministre qui porte sur des observations précises, dès que vous arrivez à satisfaire, on trouve encore d'autres arguments. Et on attend le 26 pour nous dire que un document de plus de 300 pages, le ministre de l'Intérieur interpréta, en ce qui nous concerne, document en 2 feuillets. Et c'est sur cette base-là qu'on se refuse de nous accorder notre récépissé, de nous donner, je vais dire, notre récépissé. La mauvaise foi des autorités dans ce dossier, dira le vice-président du parti, est on ne peut plus manifeste. Nous voulons aller aux élections. Ce que le président vient de dire, ça montre à sa cité que c'est l'idée d'exclusion, point. C'est ce que j'ai appelé problème de personne. C'est le mal qui avait été dénoncé déjà depuis 1948 par Manuel Mounier. Méchanceté et mesquinerie. Pour l'orateur, la situation est bien grave et chaque Béninois doit se sentir interpellé. Une fois que vous allez compétir dans des conditions normales, si vous avez été vaincu, vous vous soumettez. Mais il ne faut pas délibérément que vous empêcher de vous exprimer. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas la tête de Houdé, ce n'est pas la tête de XY. Nous allons partir, le pays reste. Nous laisserons quoi aux générations futures? Aux populations de savoir en définitive à quoi s'en tenir, aura à conclure le président du parti. Ce que vous venez de voir, ce sont les leaders d'opinion. Ce sont ceux qui, depuis 24 ans, me font. J'ai expliqué et ils sauront la décision qu'ils doivent prendre. Donc, si on vous exclut, si les vôtres ne sont plus éligibles à quoi que ce soit, qu'est-ce qui vous regarde dans ce qui va se passer alors? Une consigne à peine voilée dont la matérialité pourra être appréciée le 28 avril prochain. Le chef de l'ONG norvégienne Refugee Council s'est indigné ce jeudi du silence de la communauté internationale face aux atrocités commises, selon lui, sur des civils des régions anglophones du Cameroun. Des séparatistes et soldats s'affrontent depuis plus d'1 an dans le pays. Les précisions. Le silence international entourant les atrocités commises dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun est aussi choquant que les histoires non racontées sont déchirantes. C'est offusqué Yann Egeland, secrétaire général du NRC, cité dans un communiqué de l'organisation humanitaire. Lorsque la violence aveugle déplace des centaines de milliers de civils, elle déclenche généralement les sonnettes d'alarme de la communauté internationale, a-t-il déclaré, avant d'ajouter, cela ne semble pas s'appliquer au Cameroun. Il n'existe aucune médiation, aucun programme de secours important, aucun intérêt des médias et peu de pression sur les partis pour qu'elles cessent d'attaquer des civils, a-t-il déploré, appelant à un engagement diplomatique international plus fort pour aider à résoudre le conflit. Les séparatistes anglophones du Cameroun, pays à majorité francophone, militent pour la création d'un État indépendant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Fin 2017, après 1 an de protestation, des séparatistes ont pris les armes contre Yaoundé. Depuis, ces régions sont le théâtre d'un violent conflit armé qui n'a cessé de prendre de l'ampleur. Il a déjà forcé plus de 530 000 personnes à fuir leur domicile à l'intérieur du pays, alors que 32 000 autres se sont réfugiés au Nigeria, selon l'ONU. Jeudi dernier, le Parlement européen a adopté une résolution sur le Cameroun où il a déploré les actes de torture, les disparitions forcées,
et les exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces de sécurité comme par les séparatistes armés. Une résolution à laquelle a réagi ce lundi le gouvernement dénonçant une querelle de contre-vérité, d'affirmations gratuites, de récriminations infondées et d'injonctions assorties de chantage dirigées contre les autorités camerounaises. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA.